Bien, alors je me présente, puisqu'il faut se présenter. Donc, je suis le professeur Henry, vous le disiez. Qui je suis? Eh bien, je suis actuellement responsable donc, du service d'épidémiologie, hygiène hospitalière et santé publique. C'est un service donc, qui regroupe trois entités. Une entité qui est en effet l'entité hygiène hospitalière, avec sa partie laboratoire et sa partie, j'allais dire, équipe opérationnelle de terrain. Deuxième entité qui est une entité d'évaluation. Et une troisième entité qui est une entité plutôt épidémiologie clinique dans laquelle nous avons un registre cancer, ancien registre qui existe depuis plus de 30 ans, et donc qui est rattaché à la structure. Donc à titre personnel, comment me définirais-je? Plutôt comme épidémiologiste, euh, puisque c'est un peu mon cursus tel que je l'ai eu à la fois en tant qu'interne, puis chef de clinique, puis PH. Mais donc ce cursus n'empêche pas d'avoir cette triple, entre guillemets, responsabilité, à la fois hygiène, à la fois épidémiologie, à la fois évaluation, qui est, j'allais dire, inhérent des services de santé publique universitaire, où très souvent nous avons de multiples fonctions qui sont rattachées aux services dits de santé publique, et bien évidemment qui correspondent à des besoins hospitaliers que nous rencontrons dans nos différents établissements, et en particulier dans les CHU, ce qui n'est pas obligatoirement rencontré dans les établissements de plus petite taille comme les CH, où par exemple l'activité recherche clinique est plus restreinte, pour ne pas dire absente. Et inversement, où il y a une activité, que ce soit d'hygiène, que ce soit par exemple PMSI, DIM, voire évaluation, puisque dans le cas de la certification des établissements par exemple, c'est bien évidemment une fonction qui est recherchée. Donc une spécificité un peu particulière des CHU qui sont cette activité de recherche clinique, d'épidémiologie, de statistique, donc qui sert par l'apport méthodologiste que nous avons à aider nos collègues cliniciens dans les protocoles de recherche qu'ils souhaitent déposer. Voilà un peu l'activité telle qu'elle est conçue au CHU d'Amiens, en sachant que bien évidemment ce n'est pas obligatoirement la même chose que l'on peut rencontrer dans d'autres établissements où il y a quand même des spécificités propres, locales, que l'on retrouve peut-être moins dans d'autres spécialités. Autant des spécialités cliniques, par exemple de cardiologie, on va retrouver à peu près les mêmes activités dans tous les établissements et tous les CHU, autant des services de santé publique peuvent avoir des activités très dissemblables, qui dépendent fortement des personnes qui ont structuré ça, puisque la santé publique est quand même une spécialité assez ancienne, et bien évidemment des besoins locaux, bon, qu'on retrouve assez comparables, mais quand même avec des tendances, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans certains établissements des gens qui sont plus intéressés par l'économie de santé, d'autres qui sont plus intéressés par exemple par une médecine de type social, et donc vont développer une telle activité, d'autres qui sont très recherche clinique, d'autres qui sont informatique médicale. Donc ça dépend vraiment du profil et des souhaits des responsables et des médecins qui travaillent dans ces structures. Alors, le cursus professionnel, c'est un cursus qui a déjà débuté d'abord en tant qu'étudiant de médecine à Nantes. J'ai fait mon formation médicale et puis ensuite je suis parti à Paris faire un internat à Clinica qui était plutôt centré recherche clinique, épidémiologie, avec une thématique forte qui était le cancer, euh, qui s'est traduit à travers plusieurs stages dans des structures parisiennes de cancérologie, en particulier l'Institut Gustave Roussy, l'équipe d'épidémiologie des cancers. Parallèlement, bah, formation classique, j'allais dire des internes, chefs de santé publique, c'est-à-dire des masters, des DEA, des doctorats, etc. Bon. Et donc après, je suis arrivé à Amiens où justement on me proposait de travailler sur cette thématique cancer, à la fois dans le dépistage du cancer du sein à travers l'association ADEMA, et puis dans le cadre du registre du cancer, à travers donc l'ancien patron de santé publique du CHU d'Amiens, qui était professeur Dubreuil, qui avait développé ces deux structures. Et donc c'est pour ça que, vu mon intérêt pour cette thématique, le poste m'a intéressé, donc je suis arrivé comme PH il y a à peu près une vingtaine d'années. Et donc j'ai travaillé dans cette thématique au sein de l'établissement, thématique de recherche qui est donc centrée sur l'épidémiologie des cancers.
Cursus professionnel classique, hein, des médecins de santé publique, c'est-à-dire, comme j'ai dit, master, après un DEA, et puis après un doctorat, habilitation en dirigée recherche, enfin des choses qui sont le cursus que l'on doit avoir dans des structures type CHU. Parce que c'est bien évidemment ce qui est demandé quand on veut avoir un profil universitaire. Et donc on est obligé d'avoir à minima une habilitation en dirigée recherche et puis un doctorat. Voilà. Ce qui n'est pas obligatoirement demandé bien évidemment pour des médecins de santé publique qui peuvent travailler dans des établissements de type CH. Et aussi dans des médecins qui peuvent travailler en CHU et qui n'ont peut-être pas une activité universitaire ou une activité de recherche. Alors la vision du poste, je l'ai déjà un petit peu expliqué, en tout cas telle que je la conçois dans un CHU, puisque ça fait une vingtaine d'années que je travaille à Amiens. Et donc je pense que la vision du poste en CHU n'est pas obligatoirement celle qu'on peut voir dans des établissements différents, et en particulier, je le répète, dans des CH, mais la, 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 la vision du poste, c'est d'abord, à mon avis, répondre bien sûr aux besoins de l'établissement, c'est-à-dire du CHU. Donc les besoins, c'est quoi? Les besoins en santé publique, au sein d'un établissement type CHU, ils sont multiples, mais ils sont quand même relativement précis. C'est d'abord l'hygiène hospitalière, c'est ensuite le PMSI, l'information médicale, c'est bien évidemment tout ce qui est évaluation, et puis enfin, c'est tout ce qui est recherche clinique, donc épidémiologie clinique, biostat, etc. Ce sont les quatre axes très forts qu'il est absolument nécessaire de mettre en place au sein d'un CHU. Parce que ça répond à la mission qui nous est allouée et qui est demandée par nos collègues. Donc il faut, quand on conçoit une fonction de ce type, il faut pouvoir mettre en place ces quatre axes qui sont prioritaires. Alors après, on peut y mettre d'autres axes en fonction des centres d'intérêt, peut-être des besoins locaux, mais je pense que ce sont les quatre axes principaux qui doivent être absolument développés au sein d'un service dit de santé publique, au sein d'un établissement type CHU. Ce n'est pas obligatoirement, comme j'ai dit, quoi qu'on retrouve les mêmes thématiques, sauf cette partie recherche clinique, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut être moins importante dans un CH, voire dans certains CH totalement absente, bien évidemment, parce que l'activité recherche clinique est quand même très centrée dans les gros établissements, à travers tous les protocoles d'essais thérapeutiques, par exemple, qui se font préférentiellement dans un CH. Alors, médecin de santé publique, mon Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Donc c'est compliqué à résumer en quelques mots. Je crois qu'il y a vraiment une différence entre, j'allais dire, la santé publique hospitalière et non hospitalière. Je crois qu'il y a une nécessité, comme j'ai dit tout à l'heure, en termes de santé publique hospitalière, de répondre à des besoins hospitaliers, qui peuvent bien sûr être complétés par des besoins d'enseignement, par exemple, dans les CHU. Par contre, c'est vrai que la santé publique non hospitalière va recouper un certain nombre d'axes qu'on peut définir, par exemple, toutes les thématiques de prévention qui sont importantes, à travers des structures de dépistage, par exemple, de pathologies comme ça existe, des structures d'observation de la santé qu'on peut retrouver à travers les ORS, par exemple, des structures plus liées à l'économie de santé, à la protection sociale qu'on va retrouver, par exemple, dans différentes structures d'assurance maladie, par exemple. Les possibilités également de travailler dans des thématiques d'audit, là aussi qui se développent, et beaucoup d'établissements sollicitent des structures de ce type où on a besoin de gens ayant un profil d'auditeurs, de conseillers pour les établissements. Donc la santé publique qui peut se développer en dehors des établissements hospitaliers n'est pas du tout la même. Mais on voit bien qu'il y a un panel extrêmement large des possibilités professionnelles qui s'offrent à des gens qui se spécialisent en santé publique. Par contre, je pense qu'on retrouvera souvent des thématiques de formation qui devront être à peu près identiques au départ, c'est-à-dire des troncs communs qui semblent importants, en tout cas moi qui me semble important, c'est-à-dire qu'on doit avoir des gens qui ont des formations de type méthodologiste, de type en particulier
dans un champ qui pourra être appliqué ensuite, secondairement, à des thématiques, donc où ils vont se spécialiser dans un domaine précis. Mais je crois qu'il y a un cursus de base qu'on doit avoir, qui est un cursus, j'allais dire, de méthodologie, qui me semble important. Après, bien évidemment, tout ça va dépendre des intérêts que vont développer les internes de santé publique ou les personnes qui travaillent en santé publique, parce qu'il n'y a pas que des internes de santé publique hein, dans le champ de la santé publique et médecins de santé publique. On a beaucoup d'autres possibilités que l'internat de santé publique. On a des gens qui ont des cursus parallèles et qui vont travailler bien sûr dans cette thématique de santé publique. Donc c'est pour ça que l'internat va pouvoir être un plus, je pense, par rapport à des personnes qui n'auront pas ce cursus, parce que les internes ont la possibilité de pouvoir, à travers des stages, en fonction des choix et en fonction des centres d'intérêt, pouvoir développer des pratiques au quotidien qui leur seront utiles et qui seront un plus indéniable, je pense, quand il s'agira de rechercher des possibilités de carrière ultérieure, avoir, j'allais dire, un CV avec des stages dans lesquels ils auront démontré leur capacité, sera un plus indéniable. Après, c'est à eux de valoriser ça, donc à travers ces stages, à travers des formations complémentaires, à travers des travaux qui vont montrer qu'ils ont bénéficié complètement de ces formations qui, à la fin, sont un plus par rapport à peut-être d'autres personnes qui auront suivi un cursus peut-être comparable sur certains points, par exemple des masters, mais qui n'auront peut-être pas développé cette expérience acquise à travers des stages. Donc je pense que l'internat est un plus indéniable pour former des médecins de santé publique, à partir du moment, bien entendu, où, quelque part, il faut que les internes aient dans leur tête assez vite le profil de ce qu'ils souhaitent faire, parce que sinon, inversement, on risque d'avoir des gens qui vont papillonner un peu à droite à gauche et qui, à la fin de leur internat, n'auront pas ou peu tiré des avantages de cette formation et qui, en fin de compte, se retrouveront presque à équivalence, voire peut-être même moins, que d'autres personnes lorsqu'il s'agira de postuler à des postes dans différentes thématiques. Donc je pense qu'il faut, en effet, quand on commence un internat, avoir assez vite dans sa tête les idées assez claires pour derrière construire une carrière définie avec formation et puis donc formation de terrain, formation complémentaire pour pouvoir être derrière, lorsque l'on sort donc de cet internat, avoir la possibilité de trouver facilement des choses intéressantes et de postuler à des postes intéressants, en fin de compte, puisque c'est quand même ce que tout le monde recherche idéalement à la fin d'un internat ou d'un clinicat de santé publique. Je crois également, ce qui est important de souligner, c'est vrai que la santé publique est censée être une spécialité dans laquelle on n'a pas contact avec les patients. C'est une évidence, hein, c'est, j'allais dire, le cas de la plupart des médecins de santé publique. Et parfois, ça peut poser problème. C'est vrai que pour certains jeunes étudiants en médecine devenus internes de santé publique, c'est parfois quelque chose qui est recherché, mais parfois aussi c'est quelque chose qui peut brider un peu ces personnes et qui parfois est regretté. Par conséquent, il y a la possibilité, parce que l'internat de santé publique donne la possibilité de s'inscrire à un certain nombre de DESC, dont certains sont des DESC cliniques, dans certaines thématiques, et donc de conserver une activité, j'allais dire clinique, non pas prioritaire, où à ce moment-là on n'est plus dans de la santé publique, on redevient un clinicien après avoir fait un internat de santé publique, c'est possible, on n'est plus un médecin de santé publique dans ce cas-là, mais garder la possibilité d'avoir une petite activité clinique, quelle que soit, et ça peut être par exemple dans des thématiques de prévention, hein, faire des consultations de prévention. Alors il y a des médecins, des internes de santé publique qui s'orientent par exemple dans la PMI, qui permet d'avoir un contact toujours avec entre guillemets, non pas les malades, puisque souvent en PMI ce ne sont pas des malades, mais à travers les enfants, bien qu'il ne s'agisse pas d'une activité une activité de consultation, mais pas une activité de prescription, on est dans une thématique de prévention.
Certaines autres personnes peuvent également continuer d'avoir une activité clinique à travers, par exemple, des consultations d'éducation thérapeutique, qui là aussi ont souvent la possibilité de continuer à suivre des patients tout en ayant une vision qui est très orientée par rapport à une thématique de prévention, de prise en charge un peu globale des patients. Et puis certains comme moi, je reprendrai mon exemple, ont des consultations très spécifiques, puisque moi j'ai mis en place des consultations de prévention des cancers, là aussi toujours dans un MAT qui m'intéresse, et donc où je vois régulièrement, une fois par semaine, des patients qui viennent me consulter pour discuter des facteurs de risque des cancers, et dans lequel, à travers ces consultations, on essaye de définir un profil à risque ou pas chez ces personnes, et ensuite les orienter vers tel ou tel type d'examen complémentaire. Donc il y a toujours possibilité, quand on le souhaite, de garder un pied en clinique, en sachant que ce n'est pas la clinique au sens propre du terme, mais de garder, j'allais dire, un pied au contact avec des malades, dans une thématique de prévention qui là devient une prévention individualisée. C'est-à-dire que là, on repart de la santé publique, qui est une thématique de prévention de population, on redevient là dans la prévention individuelle. Et là, on s'intéresse à nouveau à des personnes dans lesquelles on n'est plus dans le curatif, comme le sont nos collègues, mais on est dans le préventif, là, préventif pur. On essaye de définir les facteurs de risque de ces personnes et d'essayer de les aider dans une démarche de prévention, d'éducation pour la santé, et puis pour ceux qui sont malades, dans des démarches d'éducation thérapeutique. Un certain nombre de nos collègues, dans des établissements hospitaliers, ont développé des consultations d'éducation thérapeutique, par exemple en diabétologie, en cardiologie, etc. Donc, pour terminer, je donnerai peut-être des conseils. Euh, J'en ai déjà un peu parlé avant, donc je vais un peu redire ce que j'ai dit. Conseils, en tout cas pour ce qui concerne les internes de santé publique, faut qu'ils soient d'abord conscients qu'ils ont la possibilité, à travers cet internat, de se servir vraiment de ce temps, qui est un temps, donc 4 années, pour vraiment avoir idéalement un bagage le plus important possible, que ce soit en pratique et que ce soit en théorie. Donc vraiment s'inscrire à différents enseignements et faire j'allais dire, les stages les plus intéressants, et si possible, idéalement, bien sûr, par rapport aux souhaits de carrière qu'on peut espérer que les internes aient très vite à l'esprit. Alors après, c'est vrai que c'est parfois compliqué, parce que c'est une spécialité un peu particulière, donc certains internes mettent un peu de temps avant de définir quelle sera leur carrière, mais idéalement, il faut profiter de ces années pour faire un certain nombre de diplômes. Alors quand je dis diplôme, c'est des DU, mais c'est aussi des masters, c'est bien entendu des DEA. Aujourd'hui, un interne de santé publique doit sortir avec un master 2. C'est-à-dire que c'est pas un souhait, c'est pas une obligation, mais c'est un conseil très fort pour être dans, j'allais dire, le bain de ces personnes qui ensuite cherchent des différentes activités, quelles qu'elles soient. Ne pas avoir un M2 est un élément très péjoratif, très dommageable. Donc il faut vraiment qu'un interne de santé publique ait au minimum un M2, complété par éventuellement, bien sûr, euh, des formations complémentaires type DU en fonction des orientations, des U d'hygiène, des U de qualité, par exemple. Un souhait très clairement que d'abord que nous ayons la possibilité de garder nos internes à l'hôpital, avec nous après, dans des postes internats, comme toutes les autres spécialités, type de chef de clinique ou d'AHU. C'est généralement le cas puisque nous avons bien sûr ces possibilités. Et puis derrière, bien sûr, si possible, de les garder comme praticiens hospitaliers, mais là aussi, on est dans un contexte économique qui n'est pas facile, donc pour lequel les créations de postes sont de plus en plus rares, au même titre que d'autres spécialités, d'ailleurs, c'est pas l'apanage. Mais il est vrai que pour pouvoir défendre plus facilement ce type de création de postes, il est important que l'on ait bien, quand je dis on, c'est-à-dire que nos collègues cliniciens et des établissements aient bien la vision de ce qu'est la santé publique hospitalière et de l'intérêt que celle-ci peut rendre et peut leur rendre. Alors, que la santé publique peut rendre à l'établissement, c'est évident quand on parle d'hygiène, par exemple, quand on parle d'évaluation, quand on parle PMSI.
Pour les cliniciens, c'est peut-être moins évident. Par contre, pour les cliniciens, il y a à toute évidence une aide que l'on peut donner, qui est bien entendu toute cette activité de recherche clinique et donc d'aide méthodologique pour ces personnes qui généralement sont demandeurs d'une aide parce que la plupart du temps ils n'ont pas la formation et donc ils souhaitent avoir une aide. Et donc c'est là très clairement que on doit, j'allais dire, avoir une lisibilité pour l'activité que nous avons et pour derrière avoir la possibilité de pouvoir retenir certains de nos internes sur ces postes-là, puisque nous pourrons facilement défendre leur création de poste, puisque quelque part c'est une lisibilité et un besoin que là, nos collègues pourront facilement comprendre et donc acter. Mais tout ça est un long combat, comme toutes les spécialités. Il faut toujours se battre pour créer des postes parce que ça, c'est plus comme il y avait 20 ans où on créait facilement des postes. Ça, je crois que le temps est malheureusement révolu depuis longtemps.